De nouveaux témoignages d'anciens membres de la milice FDLR et de combattants Wazalendo ont mis en lumière le soutien militaire apporté par les forces de la SADC à ces groupes armés. Selon ces révélations, la SADC leur aurait fourni du matériel militaire pour combattre le M23 dans le cadre d'un plan plus large orchestré par le président Tshisekedi visant à déstabiliser le Rwanda. Ces informations proviennent d'anciens membres de l'unité FDLR CRAP qui se sont récemment rendus au Rwanda. Le CRAP, également appelé Commando de recherche et d'action en profondeur, est une branche spéciale des FDLR réputée pour mener des opérations de combat à haute intensité. Les ex-combattants ont confirmé avoir reçu un soutien direct du gouvernement de Kinshasa. Récemment, l'épouse du président Tshisekedi a même effectué une visite à un hôpital où des combattants blessés étaient soignés. Les défections des 4 et 5 février 2025 ont apporté de nouveaux détails accablants. Avant d'être déployés au combat, les troupes de la SADC leur auraient fourni des armes et auraient même participé au lancement de frappes d'artillerie lourde contre le M23. Muri FDL nagwanye indambara 15 zikomeye. Indambara yo muri Ruvumu twagwanye turi hamwe n'abanyatura bo kwa Janvier. Au sein des FDLR, j'ai combattu lors de 15 grandes batailles. La première bataille à Ruvumu, nous avons combattu aux côtés des Nyatura de Janvier, la deuxième à Muheto, où nous étions avec les Nyatura d'Ignace. La troisième bataille a eu lieu à Kagusa, où les FARDC avaient du mal à parvenir. Environ seulement 50 soldats des FARDC étaient venus. La quatrième a eu lieu à Kingi, où il y avait des Burundais, des troupes de la SADC, qui nous fournissaient en bombes, ainsi que des Nyatura et des Wazalendo. La cinquième bataille a eu lieu à Kalenga. Elle impliquait également des Burundais, des FARDC et des Wazalendo. La sixième bataille a eu lieu à Gichwa, où nous étions avec les Ibou des FARDC et la SADC, qui eux aussi lançaient des bombes à ce moment-là. N'abahibu ba FARDC na SADC nabwo ico gihe bateraga amabombe. Aho twagwanye hose ari igihe ubwo dutitangirira muri iriya. Partout où nous avons combattu, au début à Kibumba, dans la région de Rumangabo, nous luttions aux côtés des FARDC et des Wazalendo de chez Jean-Marie. Lorsque nous sommes arrivés à Sake, il y avait aussi des FARDC, sauf à Naringi et à Gichwa, où nous avons collaboré avec les Burundais et les troupes des FARDC et les Wazalendo. La SADC est intervenue pendant que nous étions à Sake, en haut de l'endroit appelé Makombo. On envoyait des obus de mortier dans une zone appelée Kimoka, où nous bombardions. Le rôle de la SADC était de tirer des obus là où le M23 était. Nous étions en bas, juste en face. Si vous me demandez à ce moment-là à Sake, nous étions à peu près 2000. Il y avait différentes troupes, y compris les FARDC et les Wazalendo à cet endroit. Ceci dit, les FDLR n'étaient pas avec nous quand j'étais à Sake. Mais toutes les autres forces étaient bel et bien présentes. Cette situation révèle le véritable visage de la mission de la SADC en RDC, qui semble bien éloignée de la simple mission de maintien de paix avancée par les autorités sud-africaines. Les forces de la SADC sont officiellement entrées en guerre dans l'est de la RDC après l'expulsion des troupes de la communauté de l'Afrique de l'Est par le président Tshisekedi qui leur reprochait leur inaction face au M23. Il s'est alors tourné vers la SADC avec les troupes sud-africaines en première ligne de combat. Elles ont reçu le soutien des forces burundaises alignées sur la stratégie de Tshisekedi visant à renverser le gouvernement du Rwanda. La première bataille où il y avait un grand nombre de Burundais était celle à Kingi, où environ 200 d'entre eux étaient présents. Une autre grande bataille impliquant de nombreux Burundais s'est déroulée à Tuonane, où ils avaient 3 camps militaires. Les FARDC venaient sur place, mais les fournitures nous étaient données par la SADC, qui nous approvisionnait en munitions et en nourriture. Cette coalition, comprenant également des groupes armés tels que les FDLR et les Wazalendo, s'est engagée dans une guerre ouverte contre le Rwanda. Au sein des FDLR, j'ai passé 12 ans. Je les ai rejoints à partir d'un endroit appelé Tabi. Après avoir quitté Tabi, j'ai été envoyé pour faire des formations militaires afin de soi-disant revenir et libérer notre pays, le Rwanda. Après avoir intégré le groupe, 4 ans plus tard, ils m'ont envoyé suivre une formation appelée CI à Rugari.
Une fois la formation terminée, je suis retourné. Nous l'avons suivi pendant 4 mois. La première phase de l'entraînement de la CRAP consistait en combat sans armes, tandis que la deuxième phase portait sur l'apprentissage du tir de précision. Au sein des FDLR, il y a des jeunes soldats de mon âge, mais aussi des personnes plus âgées, mais aussi des vieillards. Ce qu'ils nous enseignaient, c'était de haïr le Rwanda, les autorités du Rwanda, et en particulier les Tutsis. Ils nous inculquaient aussi une idéologie extrême, nous menaçant que ceux qui s'échappaient devraient être tués. Il y en avait qu'ils capturaient et tuaient, puis ils m'en donnaient d'autres pour que je les tue moi aussi. Car très souvent, je vivais parmi eux, et ils soupçonnaient que j'étais rwandais. Nous nous retrouvions parfois à 3. Les ex-combattants détiennent des informations clés sur la structure et le fonctionnement des FDLR, notamment son unité d'élite, le CRAP, qui regroupe des commandos chargés des missions de combat intensif et de la sécurité des hauts dirigeants de la milice. Le CRAP est composé de 5 compagnies. La première est appelée Bombardier et dirigée par un seigneur de guerre surnommé alias Noheli. La deuxième compagnie, MiG-35, est dirigée par Tuyizere Aimable. La troisième compagnie est dirigée par Fitumukiza Benjamin. La quatrième, appelée Boeing, est dirigée par Rémi. La première compagnie comptait 100 soldats, la deuxième en comptait 80, la troisième avait 70, la quatrième en avait environ 80 et la cinquième en avait environ 50, étant la plus petite. La compagnie qui protégeait les dirigeants où qu'ils se réfugient et où qu'ils aillent se nommait Boeing de Rémi. Les autres compagnies, comme celle du seigneur de guerre, étaient principalement impliquées dans les combats. Ensuite, venait la deuxième compagnie, MiG-35, qui était aussi engagée dans les combats. Apache et Drone étaient des compagnies réservées aux commandants. Après le CRAP, il y avait d'autres compagnies comme Jericho et Sinai, qui se sont toutes dirigées vers Walikali, tandis que d'autres allaient vers Kazaroho. C'est là qu'elles se regroupaient dans les forêts. La guerre à laquelle j'ai participé a commencé lorsque j'ai rejoint l'armée. J'ai combattu pendant les affrontements. Ils nous attaquaient plus au sud, dans les zones appelées Ikiyeye, Uchanataka et Mweso. Nous avons également pris part à cette guerre avec le M23 lors de la prise du camp militaire de Rumangabo, où nous étions aux côtés des forces armées des FARDC. J'ai aussi combattu à Mabenga ainsi qu'à Sake. L'un des anciens membres des FDLR CRAP a déclaré avoir été en contact direct avec la haute direction du groupe, notamment avec le colonel Ruhinda Gabi, de son vrai nom, Protogène Ruvugayi Mikore, ancien chef des forces spéciales des FDLR. Ruhinda a été tué en décembre 2023 lors d'affrontements entre les forces congolaises et le M23, et un témoin oculaire de la scène a fourni un récit détaillé de cet événement. Après avoir terminé l'entraînement, ils ont fait de moi le colleur de Ruhinda. Ce que je faisais pour lui, c'était laver ses vêtements, porter ses bagages lorsqu'il partait en déplacement et aussi cuisiner. J'ai passé 6 ans avec Ruhinda. Nous nous sommes séparés lorsqu'il est mort. Je suis allé dans une compagnie appelée MiG-35. Quant à la mort de Ruhinda, nous étions partis stocker des munitions dans des bidons. En revenant au camp, nous avons entendu des explosions de bombes, puis nous avons vu un véhicule entrer dans le camp. Ces gens nous ont immédiatement emmenés à l'écart et nous ont confisqué nos téléphones. Nous avons ensuite vu le véhicule quitter le camp à toute vitesse. 5 heures plus tard, on nous a annoncé que Ruhinda avait été tué par des grenades piégées. Après la mort de Ruhinda, la situation a changé. Ils ont désigné quelqu'un d'autre pour le remplacer et moi aussi, ils m'ont immédiatement déplacé ailleurs. Celui qui l'a remplacé s'appelait Guillaume. La décision de rentrer au pays a été motivée par des témoignages diffusés à la radio où d'autres déserteurs affirmaient que la paix régnait au Rwanda. Ces informations leur ont permis de remettre en question la propagande à laquelle ils avaient été exposés. Venir n'a pas été facile pour moi, car la situation était difficile. Je savais que si l'on découvrait que j'étais impliqué dans les combats, j'allais être tué. Cependant,
Une fois arrivé à Goma, tout est devenu plus facile car le M23 avait déjà pris le contrôle de la ville. Je savais que même s'il m'arrêtait, je pourrais dire que je m'étais volontairement rendu. Dès mon arrivée à Goma, j'avais une personne avec qui j'étais en contact et elle m'a remis aux autorités rwandaises. Là-bas, j'ai trouvé des policiers qui m'ont bien accueilli. Après avoir traversé la frontière congolaise et atteint le Rwanda, je n'ai rencontré aucun problème. Ce qu'ils disaient était un mensonge, car jusqu'à présent, nous n'avons rencontré encore aucune difficulté. Le message que je leur donne est que rester dans ces forêts ne leur apportera rien et ne leur servira à rien. C'est seulement travailler pour ces hommes en vain, et ils ne vous apporteront rien en plus. Qu'ils rentrent au Rwanda, c'est la paix. Moi aussi j'avais peur, mais j'ai osé et quand je suis arrivé là-bas, je n'ai eu aucun problème. Qu'ils rentrent, ces forêts ne leur apporteront rien, car nous avons couru pendant longtemps sans rien obtenir. Pour leur intérêt, qu'ils rentrent. Ces révélations sur la collaboration entre les FDLR et la SADC interviennent alors que la pression monte sur les troupes de la SADC déployées en RDC. Les forces sud-africaines, en particulier, font face à des appels au retrait en raison des soupçons pesant sur les motivations réelles de leur mission. Certaines sources indiquent que cette intervention pourrait servir d'intérêt personnel, notamment ceux du président sud-africain Cyril Ramaphosa.